Bonjour mes amis, je reçois aujourd'hui pour le courrier des stratèges Marc Germand qui est un spécialiste de choses totalement mystérieuses. Il va nous parler de comment les services peuvent, les fameux services secrets qui vous font tant rêver, peuvent trifouiller votre téléphone portable et comment ils peuvent en prendre possession et comment s'en protéger. Alors Marc, est-ce que c'est vrai, vous allez nous dire quelques mots de vous, mais pour que les gens vous identifient, mais est-ce que c'est vrai que notre téléphone est une passoire? Oui, votre téléphone est une passoire, mais l'ensemble des objets connectés que dont vous pouvez disposer sont des passoires. Le téléviseur connecté, le réfrigérateur connecté, bien sûr le téléphone qui est le prolongement de la main. La montre connectée. La montre connectée, oui, bien sûr. Tous ces objets sont des passoires et des passoires, des doubles passoires, puisque vous pouvez y avoir accès au moyen des logiciels qui sont installés ou y avoir accès à partir du hardware, parce que les accès sur les objets connectés se font indifféremment sur le hardware ou sur le software. C'est plus complexe sur le hardware puisque ça implique qu'il y ait des accès possibles à la fabrication de ces équipements et c'est beaucoup plus simple sur les softwares qui sont réalisés pour utiliser vos services. Alors concrètement, par exemple, est-ce que ma box Orange ou Bouygues ou SFR est aussi une passoire? Est-ce que je peux être espionné à partir de ma box? Bien sûr, vous pouvez être espionné déjà directement auprès de l'opérateur, puisque les services de l'État ont généralement accès auprès de tous ces opérateurs, que ce soit des opérateurs téléphoniques ou des fournisseurs d'accès à Internet. Donc concrètement, quand on dit par exemple, on va parler plus précisément du téléphone parce que c'est un sujet de préoccupation pour beaucoup de gens, mais quand on dit que ma box, mon Orange Box par exemple, peut m'espionner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, si bien sûr l'équipement est doté d'un micro, on peut entendre toutes les conversations que vous pouvez avoir à proximité de ce téléphone ou de cet équipement. Entendre et donc les enregistrer à distance. Bien sûr. Mais quand on dit équipé d'un micro, comment je peux savoir si mon Orange Box est équipé d'un micro ou pas? Écoutez, c'est très compliqué, c'est tout l'enjeu de ce qu'on appelle dans les services le dépoussiérage, parce qu'avant d'écouter au moyen des téléphones qui sont devenus intelligents à votre place, ou des équipements électroniques... Parfois, ils n'ont pas eu beaucoup d'efforts à faire. Oui, oui, bien sûr. Et autrefois, le moyen le plus simple était de placer des micros chez vous, dans votre véhicule, etc. Bon, aujourd'hui, on n'a plus besoin de le faire, puisque le téléphone, smartphone, est devenu le prolongement de la main, c'est même devenu une télécommande universelle, puisque à partir du téléphone, vous pouvez tout piloter chez vous, y compris la télévision. Donc c'est beaucoup plus simple pour des services de pouvoir utiliser des portes dérobées qui sont installées sur des logiciels, et parfois même des logiciels auxquels vous ne pouvez pas prêter attention en termes de sécurité. Par exemple, ce serait très facile de pouvoir insérer une porte dérobée dans un logiciel de jeu qui serait populaire et téléchargé par le plus grand nombre. Alors, on va commencer par parler de ces portes dérobées, les fameuses backdoors oui. En anglais. Ça peut être quoi une porte dérobée dans un logiciel FIFA, je ne sais pas combien, c'est-à-dire qu'au moment du développement, quand l'ingénieur produit le code source et les lignes de code, eh bien volontairement il laisse une porte d'accès pour que, à partir de cette porte d'accès, on puisse récupérer la main sur l'équipement sur lequel le logiciel est installé, ou récupérer les données qui sont stockées sur ce logiciel. Et à partir du moment où on récupère vos identifiants, éventuellement vos mots de passe, etc., on peut avoir accès à toutes vos données numériques là où elles se trouvent. Alors attendez, vous allez trop vite puisque là vous êtes en train de faire des révélations aux gens. Est-ce que ça signifie par exemple que je me branche sur un jeu en ligne, il y en a plein, on voit la pub tous les jours, Forge of Empire ou je sais pas quoi, je m'inscris sur cette plateforme, je joue, supposons, je ne dis pas que c'est Forge of Bidule qui a ça, mais une plateforme de ce genre, est-ce qu'elle est susceptible de permettre à des services de surveillance
de savoir ce qui se passe sur mon ordinateur. Bien sûr, tout est possible, tout est envisageable. Il n'y a pas vraiment de moyen d'ailleurs de le savoir, ni de le contrôler, ni de s'en prévenir. Vous avez des systèmes qui sont supposés être des systèmes sécurisés, qui en fait ont été financés par les services ou par des fonds d'investissement liés aux services. C'est de notoriété publique. Et d'ailleurs, c'est tout le jeu de ces services de laisser à croire que ces outils sont des outils sécurisés. Et vous êtes dans un univers où finalement la sécurité est inopérante, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des firewalls, vous pouvez mettre des protections, elles ne peuvent pas vous prémunir du danger d'une connexion volontaire à un service qui aura été gratuit, mais qui finalement est un piège pour vos données et pour votre intimité. Est-ce que de votre point de vue, il y a beaucoup de ces services en ligne ludiques qui sont infiltrés par les services au moyen de backdoor, de portes dérobées? Alors, c'est moins efficace de passer par des outils ludiques que par des outils qui vous rendent un vrai service. Par exemple, une messagerie. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de ces messageries, c'est d'avoir le plus grand nombre d'abonnés, et plus vous avez d'abonnés, plus la surveillance peut être efficace. Alors cette surveillance aujourd'hui, elle est souvent automatisée, il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Écoutez quelqu'un. Il n'y a pas des légions de gars de la Stasi qui sont en train de lire vos mails. C'est totalement impossible. Donc vous avez des outils numériques qui, à partir de mots-clés, se déclenchent, etc. Et puis finalement... Donc, par exemple, j'écris dans un mail, je vais tout faire péter avec une bombe. Là, on peut se dire qu'il y a à un moment donné un outil qui se déclenche pour lire ce qui se passe. Surtout s'il y a une récurrence de ce type de message et une fréquence de ces mots-clés. Donc il y a des algorithmes qui permettent de déclencher des alertes. En revanche, écouter quelqu'un de façon volontaire, quelqu'un de ciblé, c'est aussi possible, mais ça a un coût. Ça a un coût et un coût humain, parce que la technique est une chose, mais derrière la technique, il faut quand même des hommes. Il faut des hommes pour écouter, il faut des hommes pour traiter l'information, et puis généralement il faut suivre les gens, il faut, ça a un vrai coût. Donc tout est possible, mais c'est aussi une question de moyens. C'est pour ça que la surveillance généralisée existe, mais elle est limitée aux moyens qui sont mis en œuvre pour traiter l'information. Il ne s'agit pas de recueillir de l'information, c'est possible. La traiter, ça nécessite des moyens importants. Est-ce que ce genre d'opération de ciblage, puisque c'est aussi ça qui intéresse les gens, on comprend qu'il y a, on va dire, une espèce de tamis à grosse maille qui sont les mots-clés qui déclenchent une intelligence artificielle qui se met à vous surveiller, et puis à un moment donné, il y a les petites mailles qui se resserrent. Est-ce qu'on peut passer d'une grosse maille dont on sait qu'elle concerne tout le monde à des petites mailles sans décision d'un juge? Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, tout cet univers n'a aucun fondement juridique. Les premiers à utiliser les failles ou les premiers à utiliser les innovations, ce sont généralement les truands. C'est une constante. Et c'est toujours après coup qu'on essaye de mettre la couche légale pour essayer de réfréner ou de corriger le tir. Mais ça se fait jamais avant. D'ailleurs, Internet a été créé par des militaires pour des besoins militaires. C'était le réseau ARPANET aux États-Unis. Et puis après, effectivement, ça avait des avantages pour les universitaires. Et puis après, ça avait des avantages pour le grand public. Et puis la machine s'emballe et on s'aperçoit que les outils légaux pour corriger les excès n'existent pas. Et donc il y a une course-poursuite de l'appareil législatif derrière l'innovation. Et les premiers à utiliser les innovations sont toujours les truands. Mais on ne sait jamais dans quel camp ils sont. Oui, bien sûr. Encore.
Dans la pratique, pour que tout le monde comprenne bien ce qu'on est en train de dire, là j'ai un téléphone portable que j'achète. Alors le mien, je trouve que c'est un coréen, c'est pas un téléphone Apple, mais Apple ou Samsung ou les téléphones chinois, c'est la même chose au fond. Oui, dans l'absolu, il n'y a pas plus de sécurité chez l'un que chez l'autre. À vous de savoir apprécier si vous préférez être écouté par les Chinois ou par les Américains. Alors, choisissez votre camp. On va prendre l'exemple de l'iPhone parce qu'au fond c'est le plus emblématique. J'achète un iPhone. Est-ce que les services de surveillance français peuvent m'écouter à distance avec mon iPhone? Oui, ils le peuvent. Maintenant, imaginez l'aubaine que représente cet outil pour les services. Vous avez un outil où auquel vous accédez par reconnaissance faciale. C'est le cas de mon Samsung. Déjà. Donc, en quoi c'est un avantage? Parce que le service, c'est que c'est vous qui l'utilisez. Et avant même la reconnaissance faciale, il fallait mettre l'empreinte de votre pouce. Donc généralement, quand vous mettiez vos empreintes, quelque part, c'est que soit pour obtenir un document officiel, soit parce que vous étiez soupçonné de quelque chose. Ou les deux. Et là, aujourd'hui, avec ces téléphones, ces smartphones, vous mettiez votre empreinte digitale pour avoir accès à votre téléphone, donc ça vous identifiait directement, et maintenant, c'est votre visage. Donc, mais est-ce qu'il n'y a qu'Apple qui y a accès, ou est-ce que les services français, les services nationaux, peuvent aussi savoir enregistrer en quelque sorte la reconnaissance faciale? Il y a plusieurs façons d'avoir accès à vos données. C'est à travers l'opérateur, parce que tous ces outils utilisent un prestataire de service qui est un opérateur téléphonique. Donc les services ont accès chez Orange, ont accès chez SFR, ont accès chez Bouygues Télécom. Ça, c'est de notoriété publique. Et puis, ça veut dire que tout ce qu'un opérateur, Bouygues, SFR, on ne va pas faire de pub free, Orange utilise, ça remonte dans les services. C'est-à-dire qu'il y a deux façons. Par voie de justice, ils ont un accès totalement légal à vos données, s'ils en font la demande. Et puis, sans que la justice intervienne, ils ont des moyens de pouvoir avoir accès à vos téléphones à travers des outils logiciels qui sont installés sur votre téléphone de façon volontaire ou que vous avez téléchargé de façon inopinée sans savoir que les services avaient l'accès à ces portes dérobées, ces fameuses backdoors. Et ça, sans que les opérateurs le sachent ou avec la complicité des opérateurs? Non, sans que les opérateurs... tout ça est indépendant et interdépendant. D'accord, donc il y a des passerelles dans tous les sens. Oui. Par exemple, quelle application téléchargeable est soupçonnée aujourd'hui de comporter des backdoors qui sont utilisés par les services? De toutes. Facebook, WhatsApp, toutes. Le seul système qui permettrait de s'affranchir de ce genre de problème ou de soupçon, ce serait d'avoir un système totalement décentralisé qui utiliserait le principe de la blockchain. Le problème, c'est que quand toutes les données sont centralisées... C'est un peu le cas de Telegram. On a dit que Telegram fonctionnait comme une blockchain, en tout cas de façon décentralisée. Sauf qu'il y a quand même un serveur central. Et la problématique, c'est quand toutes les données sont centralisées sur un seul et même serveur. Le peer-to-peer, ce serait la solution. Donc tout ça est possible. Il y a des outils qui sont des outils open source, qui sont assez performants mais qui ne sont pas sexy. Il faut toujours rajouter dessus une couche logicielle qui rendrait l'outil user-friendly comme le disent les Américains. Alors donc concrètement, parce que la question après c'est aussi c'est prévenir, mais j'allume mon téléphone Apple, mon iPhone, est-ce que quand je parle dans une pièce, je dîne avec des amis, mon téléphone est dans ma poche, est-ce qu'il permet d'écouter la conversation? Oui, bien sûr. Bien sûr, et même éteint. Vous n'avez même pas besoin de l'allumer. Comment ça se fait? Mais parce que ça, c'est les miracles de la technologie.
Et la technologie est merveilleuse. Elle permet de gagner du temps, elle rend beaucoup de services, mais elle s'accompagne toujours de dangers. Quand vous fabriquez, c'est Paul Virilio qui a beaucoup pensé au revers de la médaille. Quand vous fabriquez un avion qui peut transporter 800 personnes, vous fabriquez potentiellement 800 morts. Évidemment. Voilà. Et donc, il y a toujours un revers de la médaille. Mais techniquement, comment est-il possible d'enregistrer une conversation à partir d'un téléphone éteint? Ben, tout simplement parce que le micro peut rester fonctionnel. C'est une particularité de certains outils modernes. Plus le téléphone est intelligent et plus il a la capacité de permettre ce genre d'écueil, on va dire. Alors, à part écouter les conversations, les services peuvent avoir accès à quoi dans mon iPhone et avec mon iPhone? Oui, il y a des moyens de vous faire ouvrir par exemple une pièce jointe sur un email qui à votre insu va charger l'application qui lui permettra de vous écouter. Alors ça c'est utilisé par les hackers. Mais est-ce que concrètement, j'ai un stock de photos, mes photos de vacances, mes photos de tout ce que vous voulez, est-ce que les services peuvent aller trifouiller mon iPhone pour voir mes photos? Mais bien sûr, puisque aujourd'hui les services fiscaux se servent des photos que vous publiez sur Instagram ou sur Facebook pour savoir si dans quel train de vie vous pouvez vous afficher volontairement et savoir si ce train de vie ils ont besoin de Facebook, ils n'ont pas accès à ma galerie de photos. Mais ils peuvent avoir accès à votre galerie de photos, ils peuvent avoir accès à tout. Partez du principe qu'aujourd'hui, les services peuvent avoir accès à tout. Si les pirates peuvent avoir accès à pratiquement tout chez vous, imaginez-vous bien que les services qui généralement ont plus de moyens que les pirates peuvent avoir accès à ces données. C'est une évidence. Donc aujourd'hui, si vous voulez un téléphone totalement sécurisé, vous prenez un téléphone de vieille génération, qui ne soit pas un smartphone, ou vous vous rendez tout simplement chez votre interlocuteur et vous lui parlez face à face sans avoir aucun de ces outils autour de vous. Voilà. Donc le conseil, soit on prend le vieux Nokia pourri qui fait juste téléphone et puis petit serpent pour jouer. Là. Bien sûr, avec une carte prépayée achetée sous un autre nom dans un bureau de tabac. Ou je me déplace sans mon téléphone. Voilà. Mais ça n'empêche pas que les services peuvent avoir accès aux données contenues dans mon téléphone. Bien sûr. C'est assez amusant quand vous visitez certains établissements publics liés à la sûreté, à la sécurité. Quand vous alliez au SGDN, aux Invalides, on vous faisait déposer votre téléphone et vos ordinateurs portables qu'on mettait dans un casier. Il était hors de question qu'on vous laisse monter avec un téléphone. Aujourd'hui, le principal souci des services de sécurité à l'Élysée, c'est que les huissiers ne puissent pas avoir leur téléphone sur eux parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'ils sont capables d'enregistrer ou quelles photos ils pourraient prendre à l'insu des gens qui fréquentent le palais. Donc le premier maillon faible de la chaîne sécuritaire, c'est l'individu. Mais bien sûr, servi par des outils. Aujourd'hui, les appareils photo sont détrônés par les téléphones, puisque sur votre téléphone, vous avez des appareils photo ou des capacités de faire des films qui sont supérieures aux appareils photo numériques d'avant-dernière génération. Mais concrètement, est-ce que ça signifie que par exemple, je reçois mes mails sur mon téléphone, mon smartphone. Est-ce que les services peuvent lire mes mails à partir de mon smartphone? Oui, bien sûr. À partir du moment où ils ont accès à votre téléphone, ils ont accès à tout. Alors bien sûr, si vos emails, si vos messages sont cryptés, il faut être en capacité de pouvoir casser ces clés de cryptage. Mais là, c'est une question de moyens.
rien n'est impossible. C'est vraiment une question de moyens. Vous pouvez avoir un disque dur sur votre ordinateur qui soit crypté avec des cryptages en cascade. Si vous avez en face un service de l'État, il aura les moyens de casser votre code. C'est une question de moyens et de temps. On parle beaucoup de VPN. Oui. Et notamment de VPN privés, hors ceux qui sont proposés par les grands portails. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces VPN? Le VPN, ça permet de masquer l'identité de votre ordinateur, hein, et de vous en attribuer une de façon aléatoire dans un pays différent du vôtre, de celui dans lequel vous vous trouvez. Donc c'est très utile et efficace pour s'affranchir d'un traçage numérique par les GAFAM, par exemple. Si vous ne voulez pas que Google suive vos recherches, etc., la meilleure des choses, c'est de ne pas utiliser le moteur de recherche. Mais quand bien même vous voulez l'utiliser, si vous avez un VPN, il va pas pouvoir vous tracer directement. Maintenant, si un service veut vous tracer malgré le VPN, il va pouvoir le faire. Une fois de plus, c'est une question de moyens. Comment le font-ils? Parce qu'ils ont les outils qui permettent de remonter toute la chaîne et de finalement trouver votre identifiant. Concrètement, à part ne pas se balader avec son téléphone ou changer de téléphone pour prendre un téléphone qui ne soit pas smartphone, puisqu'on a compris qu'en fait tout smartphone est un espion embarqué. Mais tous vos objets connectés, votre montre, votre réfrigérateur, alors lui il ne se déplace pas, mais votre téléviseur, pas encore. Mais effectivement tout objet connecté est susceptible d'être le relais d'une écoute. Ou d'une localisation. Il y a cette fameuse histoire, je mets mon téléphone dans le four à micro-ondes. Ça marche ce truc ou pas? C'est le principe de la cage de Faraday, oui. Vous l'enveloppez dans du papier aluminium, oui, généralement ça peut fonctionner. Oui. Mais ça fonctionne jusqu'à quel degré? Parce que moi j'ai essayé plusieurs fois et je me suis aperçu que... Le meilleur test, hein, c'est de l'envelopper et d'appeler votre téléphone. S'il sonne, c'est que ça ne fonctionne pas. Le test est simple. Hein. Bon, ben écoute Marc, merci de tous ces renseignements, de toutes ces explications. Je suis sûr que ça va intéresser plein de gens et on a retenu la leçon qui est, si vous ne voulez pas d'emmerde, ne vous baladez pas avec votre téléphone. Votre téléphone est une passoire quoi qu'il arrive. Élevez des pigeons, parce que le pigeon voyageur reste le moyen le plus sûr de transmettre un message. Merci. Merci.